Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui a l'air tout simple, mais qui est en réalité le pilier de l'apprentissage d'une langue. On va parler de la routine du matin, de tous ces petits gestes, de ces actions qui lancent nos journées et qui, en français, sont une véritable mine d'or pour bien démarrer. Pour cette analyse, on s'est plongé dans plusieurs supports pédagogiques pour débutants, niveau A1, A2. Notre mission, c'est de décortiquer tout ça pour en extraire le plus utile, l'essentiel. L'objectif, c'est que n'importe qui puisse enfin raconter ses matinées en français, comprendre des ordres simples et pratiquer la langue de façon vivante. Et c'est un point vraiment crucial, Sial. Souvent, on commence à apprendre une langue avec des concepts très abstraits. Là, on fait tout le contraire. On part de l'expérience la plus universelle qui soit, se réveiller et commencer sa journée. Apprendre à nommer ses actions, ce n'est pas juste apprendre des mots par cœur, c'est mettre des mots français sur sa propre vie, quoi. C'est vraiment la porte d'entrée pour rendre une langue personnelle. C'est exactement ça. On passe de la théorie à la vie, tout simplement. Alors, commençons par les briques de base, le vocabulaire. Les sources en donnent une bonne 50aine, mais on va se concentrer sur les plus importants, en suivant, logiquement, le déroulement d'une matinée. Et tout commence bien sûr par le réveil. On a les verbes s'éveiller, se lever, s'étirer. Ça paraît simple, mais il y a une petite nuance à saisir ici, non? Alors oui, il y en a une et elle est très intéressante. Les documents insistent bien sur la différence entre s'éveiller et se lever. S'éveiller, c'est vraiment l'acte de sortir du sommeil. On ouvre les yeux. C'est un processus mental, presque interne. D'accord. Alors que se lever, c'est l'action physique, le fait de sortir du lit. On peut tout à fait s'éveiller à 7 heures et traîner au lit un quart d'heure avant de se lever. Cette petite précision, dès le départ, elle montre bien que le français aime décrire les choses avec soin. C'est vrai, on a deux moments bien distincts. Bon, une fois qu'on s'est enfin levé, direction la salle de bain, pour la deuxième étape, la toilette. Là, les sources listent toute une panoplie de choses. Les actions, se laver, se brosser les dents, se peigner. Et avec ça, les objets, le savon, la brosse à dents, le dentifrice. C'est tout un petit monde. C'est un mini-écosystème de vocabulaire et il est très cohérent. Ce qui est malin, c'est de les apprendre par paire, en fait. La brosse à dents va avec se brosser les dents. Le peigne avec se peigner. C'est une technique de mémorisation hyper efficace. Ah oui, c'est logique. Et les sources proposent aussi d'enrichir ça avec des adjectifs. On ne prend pas juste une douche. On peut prendre une douche chaude ou alors une douche rapide. Ou une douche froide et vivifiante pour les courageux. Exactement. Ça ajoute tout de suite de la personnalité à ce qu'on raconte. C'est sûr. Alors, troisième étape, après la toilette, l'habillement. J'ai noté dans les documents une très belle variété de verbes. Au-delà du trait général s'habiller, on a des verbes beaucoup plus visuels comme enfiler un pantalon, mettre un manteau, boutonner une chemise. Ou même serrer ses lacets. C'est très précis. Et cette précision elle est très française. Chaque geste a son verbe. Enfiler, ça suggère un mouvement rapide, presque glissé. Boutonner, c'est méticuleux. Serrer, ça implique une tension. C'est presque cinématographique en fait. Un débutant qui utilise ces verbes peut déjà peindre une scène beaucoup plus riche. On passe d'une liste d'actions à une petite histoire. C'est ça. Et pour finir ce premier tour, la quatrième étape, le petit déjeuner. Là, les verbes sont plus simples. Manger, boire, préparer. Et pour les aliments, on a les grands classiques. Le pain, le beurre, le café, le yaourt. Oui, et c'est un excellent point de départ pour des discussions plus culturelles. Si les sources listent ces aliments, c'est parce qu'ils correspondent au petit déjeuner un peu cliché français. Mais c'est aussi l'occasion pour quelqu'un qui apprend de parler de ses propres habitudes. Peut-être qu'il mange des œufs ou boit du thé. Savoir dire « moi, le matin, je ne mange pas de pain, je mange des céréales », c'est déjà une façon de s'affirmer en français. D'accord, donc on a les briques, le vocabulaire. Maintenant, il nous faut le ciment pour les assembler. C'est là que la grammaire devient cruciale. Et en regardant les sources, il y a un truc qui saute aux yeux. Tous ces verbes, ou presque, s'éveiller, se lever, se laver, s'habiller, ils ont tous ce petit mot « se » devant. Pourquoi on insiste autant là-dessus en français ? C'est une excellente question, parce que c'est le cœur de la grammaire de la routine. On les appelle les verbes pronominaux, ou réfléchis. L'idée, c'est que l'action se réfléchit sur la personne qui l'a fait. Le « se », c'est la clé. D'accord. Si on l'enlève, le sens change complètement. Les documents donnent un exemple parfait. Je me lève, ça veut dire que je sors du lit. Mais je lève la table, ça veut dire que je soulève la table. L'action ne porte plus sur moi, mais sur un objet. Donc, si une personne qui apprend dit « à 7 heures, je lève », un francophone comprendrait qu'elle est en train de soulever quelque chose dans son lit.
Exactement. Ce serait assez étrange. C'est l'erreur classique et elle est assez amusante en fait. L'oubli de ce pronom réfléchi, me, te, ce, nous, vous, ce, c'est vraiment l'erreur numéro 1 que les sources identifient. D'accord, donc il faut vraiment l'apprendre comme un bloc. Voilà. On n'apprend pas laver, mais se laver. Pas habiller, mais s'habiller. C'est une petite gymnastique au début, mais ça devient très vite un automatisme. C'est une règle fondamentale donc. Le deuxième point de grammaire que les sources mettent en avant, c'est l'utilisation du temps. Pour décrire ses habitudes, c'est le présent de l'indicatif. C'est assez direct ça, non? C'est la simplicité même. Le présent de l'habitude, c'est la base. Chaque matin, je bois un café. C'est une vérité générale, une routine. Il n'y a pas de piège. Ce qui est intéressant, c'est de le comparer avec un autre temps, comme le passé composé. Si je dis « ce matin, j'ai bu un café », je parle d'une action unique, terminée. Alors que « le matin, je bois un café », c'est un rituel. C'est ça. Le choix du temps raconte déjà une histoire différente. Le temps verbal est un choix narratif, finalement. Et le troisième outil grammatical, c'est l'impératif. Les sources le présentent comme la forme pour donner un ordre, un conseil. On a les exemples « lève-toi » ou « brosse tes dents ». C'est un mode très direct. Très direct et surtout incroyablement vivant. C'est ce que j'appelle un peu la grammaire de la vie de famille. Ah oui, j'aime bien l'expression. C'est le langage des parents le matin, quoi. Mets ton manteau, finis ton petit déjeuner. Les sources font bien la différence entre le tu informel, lève-toi, et le vous plus formel, levez-vous. On peut imaginer un prof qui dit à ses élèves, ouvrez vos livres. L'impératif, ce n'est pas que autoritaire. Ça peut être une instruction, une invitation. C'est vrai. Bon, on a le vocabulaire, on a la grammaire. Il est temps de voir comment tout ça s'organise dans une situation concrète. Et pour ça, nos sources proposent une petite histoire très bien faite qui s'appelle « Un matin mouvementé » avec une jeune héroïne, Lila. Ah, et c'est là que tout prend son sens. L'histoire n'est pas juste un exercice, c'est une démonstration. Exactement. Alors, je plante le décor. Lila, elle a 12 ans, elle vit à Paris. Et ce matin-là, c'est le chaos. Tout commence quand elle ouvre les yeux et qu'elle voit 7h30 sur le réveil. Il n'a pas sonné. C'est la panique totale. Surtout que son petit frère, Lucas, lui, est déjà en train de prendre son petit déjeuner. La course est lancée. Première épreuve, la salle de bain. Elle saute dans la douche et là, l'eau est glacée. Le réveil brutal. Carrément. Ensuite, elle veut se brosser les dents. Elle tombe sur un nouveau dentifrice à la fraise qu'elle déteste. Et pour finir, ses cheveux sont en bataille et un énorme nœud résiste à tous les coups de peigne. Chaque étape est un petit drame. Ce qui est très bien vu ici, c'est que chaque petit drame est un prétexte pour utiliser le vocabulaire. L'eau froide, le dentifrice à la fraise, les cheveux en bataille. L'histoire ne se contente pas de lister des actions. Elle leur donne de la texture, des sensations. On ressent le stress de Lila. Tout à fait. L'épreuve suivante, l'habillement. Son armoire, c'est un champ de bataille. Elle cherche partout ses chaussettes de sport. Elle finit par les trouver sales et en boule sous son lit. C'est là que sa mère intervient. Elle l'aide à boutonner son t-shirt et lui lance « Serre bien tes lacets, tu vas encore tomber ». Et voilà. On a un exemple parfait de l'impératif en contexte. Serre tes lacets. Ce n'est plus une règle de grammaire abstraite dans un livre. C'est une mère qui parle à sa fille. C'est vivant ? C'est ça. Et on voit aussi l'utilisation des prépositions. Les chaussettes sont sous le lit. Ce sont ces petits mots de localisation qui sont si importants. La matinée chaotique continue avec le petit déjeuner, mais version express. Lila n'a le temps que de grignoter une tranche de pain et d'avaler son café. Et dans sa précipitation, une goutte de yaourt tombe sur son t-shirt propre. La catastrophe finale. L'incident du yaourt, c'est un détail qui marque. C'est typiquement le genre de choses qui aide à ancrer le vocabulaire. On se souviendra plus facilement de la tache de yaourt. L'histoire rend l'apprentissage émotionnel, en fait. On ne mémorise pas une liste, on se souvient d'une scène, d'un sentiment. C'est bien plus efficace. Dernière étape de ce parcours du combattant, le sac à dos. Introuvable, évidemment. Après une recherche folle, elle le trouve coincé entre les coussins du canapé, dans le salon. Une dernière vérification, et elle part en courant pour attraper le bus. Et encore une fois, entre les coussins, dans le salon, les prépositions sont partout intégrées de façon naturelle. Toute l'histoire, c'est une leçon de français déguisée. Chaque phrase est pensée pour illustrer un point de grammaire ou de vocabulaire qu'on a vu. Mais ça ne semble jamais artificiel. On suit l'histoire de Lila. On ne fait pas un exercice. C'est ça la force de cette approche.
Mais la vraie magie de l'histoire, c'est sa conclusion. Elle est totalement inattendue. Lila arrive au collège en retard, essoufflée, sûre de se faire gronder. Elle entre en classe de français et, par une coïncidence incroyable, le sujet du jour écrit au tableau est « Décrivez votre routine matinale ». Ah, c'est une pirouette narrative formidable. Le cauchemar qui se transforme en opportunité. C'est exactement ça. Alors que les autres élèves décrivent leur matinée parfaite et bien rangée, Lila, avec son expérience encore toute fraîche, lève la main. Et elle raconte tout. Le réveil qui n'a pas sonné, la douche glacée, le nœud dans ses cheveux, la tache de yaourt. Elle utilise tout le vocabulaire de sa mésaventure. Et sa professeure, Madame Dubois, loin de la punir, la félicite pour sa description si vivante et sa parfaite utilisation des verbes réflexifs. Son chaos matinal est devenu un succès scolaire. C'est une métaphore très puissante pour l'apprentissage. Les erreurs, le chaos, les imprévus, ce ne sont pas des échecs. Ce sont des occasions d'apprendre et de s'exprimer de manière plus authentique. Lila n'a pas récité une leçon, elle a raconté sa vie, et c'est pour ça qu'elle a réussi. La langue est devenue son outil. Après le cours, il y a une discussion intéressante que les sources rapportent. Lila dit à son amie Emma, « Finalement, même si la routine est un peu stressante, elle nous aide à bien commencer la journée. » C'est le désordre de son matin qui lui a fait comprendre l'intérêt de l'ordre. Et la réponse de son amie Emma ouvre une autre porte. Elle lui dit que elle, pour avoir de l'énergie, elle écoute de la musique en se préparant. Ce dialogue montre que la routine n'est pas une prison, une liste de tâches rigides à cocher. C'est quelque chose de personnel. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut façonner. On peut y mettre du plaisir, de l'énergie. L'une a besoin de structure, l'autre de musique. Chacun construit son propre rituel pour lancer sa journée. En résumé, si on rassemble toutes les pièces, cette analyse nous a vraiment montré les fondations pour parler de sa matinée en français. On a exploré le vocabulaire essentiel, du réveil au petit déjeuner. On a décortiqué la grammaire indispensable, avec en vedette ces fameux verbes réflexifs qu'il ne faut jamais oublier. Et surtout, l'histoire de Lila nous a prouvé qu'une histoire vivante est le meilleur moyen de donner un sens et une âme à toutes ces règles. Tout à fait. L'histoire de Lila nous rappelle qu'une routine, ce n'est pas juste une série de gestes automatiques. C'est la première scène, le premier chapitre de l'histoire qu'on va vivre ce jour-là. Et ça soulève une question intéressante. Pour aller plus loin, si chaque routine matinale raconte une... Bonjour à toutes et à tous. La routine du matin, on en a tous une. C'est ce qui lance notre journée. Aujourd'hui, on va plonger dans une matinée particulièrement mouvementée. Celle d'une jeune Parisienne qui, sans même s'en rendre compte, va nous donner une petite leçon de français. Ça nous est tous déjà arrivé, n'est-ce pas? Le réveil qui décide de faire la grasse matinée, le café qui choisit la liberté et qui déborde, la chaussette introuvable. C'est le début d'un véritable marathon. Et c'est justement là, dans ce chaos, que notre histoire commence. Alors, voici Lila. Il est 7h30 et elle ouvre les yeux. Le problème, son réveil, lui, est resté muet à 7h. Et comme on le voit ici, le bus pour l'école, il part à 8h10. La course contre la montre est officiellement lancée. Allez, première étape de ce sprint, la panique matinale à Paris. Voyons un peu comment Lila gère ce premier grand adversaire, le temps qui file. Premier réflexe de Lila, elle bondit hors de son lit. Et en français, pour dire ça, on utilise une petite formule bien précise. Elle se lève. Faites bien attention à ce petit mot, « se ». C'est la clé de tout ce qui va suivre. Et voilà, on entre dans le monde des verbes qu'on appelle pronominaux. En fait, c'est assez simple. Ça veut juste dire que l'action revient sur la personne qui l'a fait. Lila, elle ne lève pas une chaise, elle se lève elle-même. Du coup, ça donne « je me lève »,« tu te lèves »,« elle se lève ». Ce petit pronom, il s'adapte à la personne. Et ce qui est génial, c'est qu'on retrouve ce verbe pour donner un ordre. Sa mère ne lui dit pas « tu te lèves », elle lui crie « lève-toi ». C'est ce qu'on appelle la forme impérative. On voit bien comment la grammaire, elle s'intègre parfaitement dans une conversation de tous les jours. À peine le pied par terre, Lila n'a pas une seule seconde à perdre. Prochaine étape, et pas des moindres, la course effrénée vers la salle de bain. Et dans la salle des bains, c'est le même principe qui s'applique. Lila se lave le visage. Notre verbe pronominal est de retour. L'action de laver, elle est dirigée vers elle, pas vers la vaisselle ou la voiture. Cette comparaison est parfaite pour tout comprendre. D'un côté, je lave le chien. L'action part de moi et va vers le chien. De l'autre, je me lave. L'action part de moi et revient sur moi. Ce petit pronom « me » change absolument tout le sens de la phrase. C'est la petite nuance qui fait la différence.
Et bien sûr, qui dit salle de bain dit vocabulaire spécifique. Dans sa course, Lila attrape vite fait le savon, sa brosse à dents, le dentifrice, et elle passe un coup de peigne rapide pour essayer de dompter sa coiffure. Bon, la salle de bain, c'est fait. Mais l'horloge, elle, continue de tourner. Prochaine étape, un double défi. Réussir à s'habiller et à avaler un petit déjeuner sur le pouce. S'habiller, ça se transforme en véritable mission. Son placard, c'est un peu un champ de bataille. Et au milieu de tout ça, elle doit absolument trouver ses chaussettes de sport. Pas n'importe lesquelles, non, les siennes. C'est un détail qui a son importance pour la suite. Cette petite crise vestimentaire nous amène directement aux adjectifs possessifs. Alors en français, il y a une règle d'or. L'adjectif s'accorde avec l'objet qu'on possède, pas avec la personne. Par exemple, réveil, c'est masculin, donc on dit « mon réveil ». Salle de bain, c'est féminin, donc « sa salle de bain ». Et chaussettes, c'est pluriel, donc ce sera « mes chaussettes ». L'horloge, elle, est impitoyable. 8 heures. La pression monte d'un cran. Lila déboule enfin dans la cuisine. Plus que 10 minutes avant que le bus ne parte. Sur la table, c'est un petit déjeuner de survie qui l'attend. Un peu de café, un bout de pain, une noisette de beurre et un yaourt. Pas le temps de s'attarder, il faut tout engloutir. Forcément, dans la précipitation, une goutte de yaourt atterrit sur son t-shirt. Pas grave, pas le temps de se changer. Elle repère son sac qui était coincé entre 2 coussins du canapé, l'attrape et fonce vers l'arrêt de bus. Le sprint de Lila se termine enfin, devant les grilles de l'école. Mais sa matinée rocambolesque est loin d'être terminée. En fait, elle est sur le point de se transformer en une leçon assez inattendue. Sans surprise, Lila arrive en retard. Et qui l'attend de pied ferme sur le seuil de la classe? Sa prof de français, Madame Dubois. Et là, c'est le coup de théâtre. Au moment où Lila, encore essoufflée, passe la porte de la classe, elle lève les yeux au tableau et qu'est-ce qu'elle voit? Le sujet du jour. Quelle ironie! La leçon porte précisément sur la routine matinale. Et le plus incroyable, c'est que du coup, Lila a la meilleure histoire de toute la classe à raconter. Quand la prof demande qui veut se lancer, Lila lève la main. Elle raconte toute sa mésaventure, mais cette fois au passé composé. Je me suis levée en retard, je me suis lavée, je me suis habillée à toute vitesse. Son chaos personnel devient l'exemple parfait pour le cours. La morale de cette histoire, finalement, même une matinée qui semble être une catastrophe peut se transformer en une formidable leçon. La vie de tous les jours, avec ses petites galères et ses routines, c'est la meilleure source d'inspiration qui soit pour apprendre une langue. En fait, chaque matin est une petite histoire qui ne demande qu'à être racontée. Après avoir décortiqué celle de Lila, on peut se poser la question pour sa propre routine. Quelles actions,